Bonjour à tous, j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Bon, je voulais en fait vous dire d'abord combien je suis ravie d'être ici, de pouvoir vous rencontrer ceux qui ont aussi vu l'exposition. Et je voudrais donc remercier les organisatrices, tout particulièrement. Donc Marie Dorini de nous accueillir ici, c'est formidable. Mais aussi Scarlett Reliquet, qui a été vraiment donc très, très efficace dans la relation. Et puisqu'en fait, la difficulté, c'était d'arriver à créer des liens, à communiquer. Et donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. Donc je pense qu'on est presque dans un moment un peu historique. Et en fait, le fait d'être ici à Red Hall, c'est vraiment particulier, puisque nous sommes à 2 pas, effectivement, du monde du Montparnasse. Et également, vous savez bien qu'il y a le bal Blomet, l'ancien bal nègre, qui a réouvert dans le quartier également. Alors, moi, je souhaitais vous parler des vibrations noires des scènes du music-hall et du théâtre. Donc, c'est en fait vraiment sur les artistes, la question donc des artistes du monde du spectacle qui vont se retrouver dans cet univers finalement pictural. Et je pense qu'il y a là un vrai enjeu qui touche à la modernité jusqu'à nos jours. Là, c'est peut-être mieux. Je pense que vous me dites s'il y a un souci, comme j'inaugure un peu le système. Donc, et si jamais ça s'efface, là, vous me faites signe. Hein. Alors, de la belle époque aux années folles, les artistes noirs du music-hall et du théâtre ont étonnamment inspiré les peintres, les sculpteurs, les photographes et les cinéastes. Il ne faut pas les oublier. Ils n'ont pas été de simples modèles vivants dont les peintres auraient tenté de fixer l'image. C'est en fait leur créativité inédite, on peut dire, qui a fasciné peintres, sculpteurs, photographes et cinéastes. Elle a participé au renouvellement plastique qui allait faire la modernité et aux mutations artistiques impulsées par l'invention de la photo et du cinéma. L'intérêt des peintres et des photographes, des cinéastes donc, pour des artistes noirs du spectacle, n'est pas simplement la représentation des corps noirs. Il est intimement lié au geste artistique. Et ce sont des danseurs et des artistes du cirque notamment qui ont retenu leur attention. Et ce sont leurs gestes, leur allure, leur dynamique dans l'espace qu'ils ont voulu saisir. Il ne s'agissait pas tant de faire le portrait de ces artistes noirs que de saisir justement l'énergie, le mouvement, la vitesse dans laquelle ces peintres, sculpteurs, photographes ou cinéastes, fascinés bien sûr par la tonicité et le dynamisme des corps noirs, entrevoyaient de l'inédit. Ils étaient donc acrobates, danseurs, danseuses du music-hall, acteurs et actrices des avant-gardes. Ils s'appelaient entre autres Chocolat, donc Sobriquet, on va y revenir d'ailleurs, Miss Lala, Célica, ou les Joyeux Nègres également, Aïcha Goblet, Luce, Lucie, qui était également une danseuse, et puis Joséphine Baker, bien sûr, ensuite Feral Benga, qui va être donc là aussi très médiatisé, Habib Benglia ou Johnny Huggins, qui faisait partie de la Revue Nègre. Et ils ont impulsé une vibration de modernité que les arts visuels ont cherché à capter. La singularité de leur geste artistique a engagé la création occidentale dans une nouvelle voie. Donc tout l'objet de cette communication est de montrer qu'au lieu de poser sous l'œil de l'artiste, ce sont les modèles noirs et l'inédit de leurs gestes qui ont renversé son regard et l'ont amené à dépasser la fascination. Ces modèles n'ont pas été les simples objets du regard des peintres. Ceux-ci ont tenté de saisir l'insaisissable, l'énergie, la vibration, ce que j'appellerais l'échappée. La ligne de fuite qui animait étrangement ces corps. Et c'est cette liberté qui était au cœur de la recherche, qui est donc vraiment, à mon sens, essentielle, et non pas simplement les corps noirs, avec bien sûr toute l'ambiguïté que cela peut représenter. Alors, quand on envisage l'ensemble
des esquisses, par exemple, de Degas, que Degas a réalisé, de Miss Lala au Cirque Fernando, on s'aperçoit combien il a travaillé sur la couleur, la vibration chromatique. On sait qu'il est venu de multiples reprises voir le numéro d'Olga, puisque son atelier à Montmartre était assez proche donc, du Cirque Fernando. Et si vous regardez bien, donc justement, alors j'en ai choisi 3, dont une également d'ailleurs est dans le programme, c'est la plus célèbre, enfin celle qui est la plus détaillée et peut-être la moins vibrante justement. Or, on s'aperçoit vraiment donc qu'il a travaillé sur cette vibration chromatique et du coup ce n'est pas l'individualité. On voit bien que ce n'est pas le visage de l'artiste. On ne reconnaît pas ici Olga, mais bien l'énergie vibratoire de son numéro de voltige qu'il tente de capter et qui était particulièrement inouï à l'époque, car il s'agissait d'un tour de force au féminin. Elle était la seule à avoir donc développé cette force de la mâchoire. On sait aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est effectivement un tour de force lié à la force musculaire de la mâchoire, mais elle se soulevait par la force de sa mâchoire dans l'espace aérien, donc du dôme du Cirque Fernando. Ce que tente de rendre les croquis et les tableaux de Degas, c'est avant tout la lumière et la silhouette aérienne et solaire d'Olga. L'improbable élévation qui est la sienne, justement, et l'étrange angélisme de sa posture. C'est cette même force, à la fois tonicité et légèreté, que va rechercher Toulouse-Lautrec quand il dessine à la hâte des ménestrels et bien sûr le clown chocolat. D'ailleurs, donc, on a beaucoup réduit les dessins qu'a pu faire Toulouse-Lautrec de chocolat à une plaisanterie qu'il avait publiée dans une revue et qui jouait, qui représentait, qui effectivement représentait le numéro de chocolat avec Foutit, mais qui en réalité jouait justement sur la ressemblance, enfin les effets de ressemblance, et ça, c'était une plaisanterie. On ne peut pas réduire du tout la relation en fait de chocolat à Toulouse-Lautrec à ce tableau, mais je reviendrai également. Alors à l'orée du XXe siècle, danseurs et acrobates noirs des Amériques introduisent le cakewalk dans le monde du spectacle. Une façon de danser la gigue, et c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, on ne parlait pas de cakewalk encore vraiment. Donc une façon de danser la gigue complètement inédite qui renverse les codes chorégraphiques. C'est pourquoi ce corps dansant est perçu comme un corps en transe, habité, possédé par une autre force que celle de l'ordre occidental, celle de la raison notamment. Dès la découverte par le grand public en France en 1900 du cakewalk, avec notamment le succès en 1903 de la troupe des Joyeux Nègres. C'est le spectacle des Joyeux Nègres, c'est une compagnie, les Elques, qui donc se donne en spectacle au Nouveau Cirque. Et cette danse est perçue à l'époque comme une gesticulation épileptique. C'est le terme qu'on utilise dans la presse, la façon dont on présente cette danse. C'est une hystérie, et cela va être repris par le music hall et le café-concert, qui en font même un style en vogue autour de 1900, avec des danseuses qui seront donc célèbres, Polaire, Caroline Otero, Eugénie Fougère, par exemple, qui imitent les rythmes, les poses et les syncopes épileptiques du cakewalk. Et donc là, on peut consulter notamment les travaux de Ray Beth Gordon sur l'histoire du cakewalk comme danse épileptique. Alors, cette énergie se déploie dans des numéros d'acrobates, dans donc les spectacles évidemment du music hall, et c'est cette énergie que convoque El Rubio, le clown que Tony Rice a ramené de Bilbao en 1888, qui est arrivé donc en fait dans la péninsule espagnole sans doute depuis Cuba. En tout cas, il rejoint l'équipe du clown Tony Rice et il se retrouve à Paris en 1888 au moment où ouvre justement le Nouveau Cirque. Et il deviendra le héros burlesque de la noce de chocolat au Nouveau Cirque. Donc voilà, ce sont ces spectacles qui, donc on appelait les négro-burlesques, qui avaient lieu
donc dans des espaces du music hall, par exemple ici l'Alcazar. Donc, ce spectacle, La Noce de chocolat au Nouveau Cirque, est une pantomime nautique complètement échevelée, faite de courses-poursuites et de gigues, justement déchaînées, dans laquelle Chocolat va acquérir sa notoriété. Et il deviendra l'enfant chéri, d'ailleurs, du music-hall et notamment du Nouveau Cirque. Il y a bien là une vibration faite d'esquives, de pieds de nez, que l'on retrouve dans son duo avec le clown blanc, d'abord Kesten, puis le clown Foutit. C'est un duo que la presse de l'époque va repérer comme innovant et qui va en fait être récupéré beaucoup par la réclame. Donc, ce qui fait que le monde publicitaire, l'iconographie est très marqué par un duo de clowns et dans lequel on repère on pense tout de suite Foutit et Chocolat, mais ça n'est pas nécessairement Foutit et Chocolat. C'est en tout cas l'image du duo de clown, d'un clown blanc avec un clown noir, avec une énergie qui n'est pas celle du monde du cirque ancien. Alors, c'est bien cette étrange énergie que tente justement de capter Toulouse-Lautrec et non pas l'homme chocolat, puisque finalement un chocolat en vaut un autre. Hein, c'est bien sûr l'envers évidemment aussi de ce phénomène. Il ne retient de lui qu'une ombre de dos, une silhouette. Et le coup de crayon, évidemment, de Toulouse-Lautrec dans l'économie du dessin rend essentiellement le mouvement dans l'espace et la posture. Alors, là, vous aviez donc les négros burlesques, bien sûr inspirés, donc il ne faut pas perdre de vue que ces négros burlesques sont inspirés des blackface du 19e américain, qui sont donc inspirés par exemple de Jim Crow, donc bien sûr que tout le monde connaît, mais on voit bien la gestuelle, la façon de capter quelque chose qui a à voir avec une gestuelle qu'on tente d'imiter. Jim Crow imite évidemment cette gestuelle donc perçue sur les plantations. Or, en France, eh bien, il faut bien voir qu'à travers La Noce de chocolat au Nouveau Cirque, il y a cette volonté-là. Et d'ailleurs, donc on a plusieurs affiches, puisque ce spectacle a été joué pendant une dizaine d'années. Il est créé en 1888, et tous les ans, jusqu'à peu près 1907, le Nouveau Cirque va programmer La Noce de chocolat. Ce qui fait que on a plusieurs affiches. À chaque fois, les affiches représentent toujours cette image, alors qui est improbable, hein, d'un couple avec une femme blanche, bien sûr, et donc en plus habillée de blanc. Enfin, le jeu sur le noir et blanc est caractéristique, mais c'est surtout la cavalcade et l'humour justement burlesque qui est au sein de la pièce, parce que au passage, il faut quand même pas oublier que si l'affiche annonce évidemment un couple mixte, on pourrait dire, tout l'humour du spectacle repose sur le fait que, en fait, Chocolat a perdu sa mariée. Donc, il n'y a pas de mariage véritablement, puisqu'on lui a volé, rapté sa mariée. Et la mariée ne sera jamais au rendez-vous. Elle n'est pas là, la fameuse mariée blanche. Alors, on retrouve la même approche. Alors, oui, et par exemple, voilà, j'avais préparé aussi... bien sûr, donc quelques photographies. Il y a pas mal de photographies qui sont faites en 1900 de ces fameux joyeux nègres qui viennent au Nouveau Cirque et qui dansent en couple. Donc vous voyez la ressemblance. Enfin évidemment, la situation est la même que celle qui est évoquée par La Noce de chocolat, avec effectivement un couple mixte en 1902 à Paris. Au Nouveau Cirque, dans le monde du spectacle, dont il faut bien voir qu'il est révolutionnaire en soi par rapport à ce qui pouvait évidemment à la même époque exister donc aux États-Unis au temps d'une ségrégation très très violente au début du siècle. Les images en fait de blackface, de minstrel show, vont inspirer Toulouse-Lautrec. Et du coup, c'est important de parler des autres peintures de Toulouse-Lautrec, des autres images. Par exemple, donc, il y a pas mal d'études sur les blackface. C'en est une, celle-ci. Alors, bien sûr que là, je pense vraiment que ça traite du blackface. Et donc, il ne s'agit pas de chocolat. Puisque c'est une image d'ailleurs assez ancienne et ce sont des études donc où il s'agit de traduire là aussi une posture, une allure, mais il y a d'autres dessins de Toulouse-Lautrec, par exemple comme cette silhouette de minstrel. On retrouve toujours le même déploiement, la jambe levée, l'énergie qui est
jusqu'au bout finalement de la veste, du manteau, du queue de pie, jusqu'au bout de la queue de pie donc du danseur. Et voilà le dessin, qui est effectivement particulièrement intéressant de Toulouse-Lautrec, parce que là, on n'a pas le clown chocolat en situation de subalternité, et cette image, donc toujours du coup de pied au derrière, qui va stigmatiser tout d'un coup la représentation de chocolat. Alors, on ne peut pas du tout réduire chocolat à cette image-là. En revanche, ce qui est bien sûr tout à fait remarquable, c'est la façon dont on ne peut pas reconnaître chocolat dans ce dessin qui n'est qu'une silhouette, qu'une ombre, mais par contre une dégaine, une posture, une énergie, un soulèvement donc de tout son corps. Et qu'on disait à l'époque, chocolat dansant la gigue. Dans les articles, c'est toujours intéressant à l'époque d'aller fouiller les articles de presse qui résument, qui décrivent, qui racontent les spectacles du Nouveau Cirque. Et tous ces éléments convergent vers toujours la célébrité de chocolat, mais c'est finalement l'ombre du Nouveau Cirque. Alors, on retrouve la même approche avec Paul Colin et Joséphine Baker, dont ils tentent de saisir la fulgurance du geste chorégraphique. Alors, cette vitesse, que l'on qualifiera d'ailleurs de danse éclair, qui se déploie sur des percussions et les tout nouveaux accents du jazz, se retrouve dans le style graphique des dessins de Colin. Le délié, la légèreté, la dimension suspensive et la liberté du corps dénudé fait toute l'identité de son coup de crayon. On a la même recherche en fait dans le geste chorégraphique de Benglia, aussi un autre comédien contemporain en fait de Joséphine Baker. Alors peut-être un autre dessin de Paul Colin. Toujours donc sur ce jeu à la fois de la silhouette, de la nudité, d'une gestuelle un peu inédite, en tout cas donc surprenante pour l'époque. Et voilà par exemple comment on représente Habib Benglia. Donc c'est le peintre, le dessinateur Phillips, qui est plus un dessinateur qu'un peintre. Donc on a cette même recherche chorégraphique dans les dessins, dans la reprise des dessins de Benglia. Le comédien qui est vraiment le comédien fétiche de la grimace, qui travaille avec Gaston Batty et qui est aussi danseur. Vous voyez cette espèce d'élévation, il est en lévitation au-dessus du sol dans la représentation justement de Phillips. On s'aperçoit donc que la recherche de la fulgurance au plan graphique va imposer justement un style, celui de la silhouette, qui est d'ailleurs déjà à l'œuvre avec Toulouse-Lautrec, on vient de le voir rapidement, et que l'on retrouvera aussi, bien sûr, donc chez Paul Colin et bien d'autres dessinateurs. Or, l'art de la silhouette vient justement d'une technique qui cherche à capter une impression lumineuse et que l'on considère comme l'ancêtre de la photographie. Alors, je ne sais pas si, pas trop m'appesantir sur la silhouette, mais il y a quand même des choses amusantes, c'est des pieds de nez. Donc, vous savez qu'on parle, le mot silhouette vient d'un intendant des finances du XVIIe qui avait la propension de faire tout à l'économie. Donc, il faisait les choses pas chères et on disait faire les choses à la silhouette. Et c'est du coup, quand on a inventé ce dispositif pour peindre, en tout cas dessiner rapidement quelqu'un, ça a été c'est une façon de faire à la silhouette. En fait, c'est un système de projection qui a d'ailleurs né au XVIIIe et qui a été très très à la mode aux États-Unis grâce à Jefferson, puisque il a ramené des États-Unis le dispositif de silhouette et il en a mis partout des silhouettes. Il en faisait systématiquement pour capter les individus, parce que quelque part, ça annonçait aussi le désir de la captation qui sera récupérée par la photographie. Une fois la photographie arrivée, la silhouette aura sans doute le principe, en tout cas technique, n'aura peut-être pas la même présence, mais par contre, ça reste un système très fort en termes de création graphique. Et elle permet effectivement de capter quelque chose d'autre de l'individu. Donc ce que j'appelle moi l'autre corps, le corps qui est fait d'énergie au-delà de l'apparence, de l'altérité, au-delà de l'ombre pure, en quelque sorte, que
que pourrait finalement voir donc le peintre. Or, je pense que vraiment, enfin, il faut voir qu'il y avait cet au-delà qui s'imposait finalement, peut-être malgré d'ailleurs la conscience du peintre. Hein, je ne suis pas forcément sûre qu'ils avaient complètement conscience de tenter de capter autre chose. Or, cette énergie fascinante interpellera justement ceux qui tentent de capter le mouvement avec cette technologie toute nouvelle que représente le cinématographe. Les frères Lumière feront des images animées des Joyeux Nègres et de leur danse enfiévrée, donc le cakewalk des Joyeux Nègres. Ils enregistrent aussi quelques scénettes de Foutit et Chocolat, donc c'est grâce aux frères Lumière hein, qu'on a quelques traces justement de ce duo. Et puis Méliès conçoit dès 1901 un film sur les danses épileptiques des blackface minstrels. Il les met en scène comme des figures sorties d'un asile, et le film s'appelle « Les échappés de Charenton » ou « L'omnibus des toqués ». Alors vous pouvez le trouver sur Internet, hein, je vous conseille d'aller voir, ça dure 1 minute je crois. C'est un très court film de Méliès dont on ne connaît pas toujours l'existence, mais là on peut le trouver facilement maintenant. Et les danseurs dans ce film ne cessent frénétiquement de changer de corps. Donc ils passent du blackface au clown blanc, du blackface au clown blanc, avec des jeux humoristiques. Tantôt donc le clown ministrel, donc avec l'image du ministrel, tantôt le clown blanc, jusqu'au moment où pour finir le film, en fait c'est des jeux d'escamotage, de superposition, hein, tout ce qui expérimentait Méliès bien sûr. Et à la fin du film, il y a une espèce de cannibalisme en quelque sorte, un des personnages se retrouve gros, enceint, en quelque sorte, avec un gros ventre, de tous les autres personnages présents dans le film. Et quelqu'un vient allumer la mèche. Et donc, ça explose. Alors, je pense qu'il tente justement, et ça c'est intéressant chez Méliès, hein, il tente de rendre l'effet de déflagration, d'explosion, qui est ressenti dans le cakewalk et qu'on va retrouver aussi beaucoup dans d'autres dessins. Donc là, je ne pouvais pas vous apporter tout, mais il y a vraiment souvent cette association entre le cakewalk, la danse, le jazz, bien sûr, et l'explosion, la déflagration d'un corps qu'on ne parvient pas à saisir. De quelle déflagration s'agit-il ? Il ne faut pas oublier que donc il y a l'ombre évidemment de l'esclavage, l'ombre de la colonisation qui est derrière tout cela. Donc il réalise même un film, donc Méliès, sur le cakewalk, qui est beaucoup plus célèbre, et s'amuse justement de la dimension endiablée de cette danse dans son célèbre film, le cakewalk infernal, où le corps épileptique de Méliès lui-même, Méphisto, hein, c'est comme ça qu'il se présente, et c'est lui qui joue ce rôle, va jusqu'à se disloquer, se couper en deux. Et la façon dont Cocteau, par exemple, parle des danseurs de cakewalk dans ses souvenirs est d'ailleurs intéressante. Il disait « Ils dansaient, les genoux plus hauts que le visage, renversés en arrière, arrachant leurs gestes d'eux-mêmes. Ils se cassaient en deux, en trois, en quatre. » Alors, il faut aussi, bien sûr, évoquer un film qu'on a, là aussi, souvent oublié. C'est le premier film de Jean Renoir. Premier film, muet, mais qui parle en fait, du Charleston, qui s'appelle « Sur un air de Charleston ». Or, ce premier film de Jean Renoir, hein, c'est un film de 1927, qui explore les gestes chorégraphiques de la troupe de la Revue Nègre. Il va donc, on sait bien que la Revue Nègre va faire connaître aux Parisiens de nouvelles danses, de nouveaux gestes, et notamment ceux de la danse tap dance, hein, la danse des claquettes. Et c'est Johnny Huggins qui est dans le film de Jean Renoir. Alors, c'est un film qui raconte le renversement du regard, puisque le noir n'est pas le sauvage dans ce film, c'est tout le contraire. C'est un explorateur donc c'est Huggins hein, qui joue ce rôle-là, qui débarque dans un Paris d'apocalypse où vit une blanche danseuse. Danseuse du music-hall, on voit bien telle qu'elle est habillée qu'elle vient du music-hall, mais danseuse du music-hall, cannibale, dans une colonne Meurice. Hein, elle vit dans une colonne Meurice. Il y a une espèce de renversement et il y a un singe en plus. Donc il y a, si vous connaissez, je pense, La planète des singes, c'est sans doute un proto-film de La planète des singes. Ça raconte ce renversement-là. Alors, ces artistes de la scène, hein, qui sont devenus des modèles, ont bien souvent renversé justement la subalternité à laquelle l'histoire coloniale les avait assignés. D'abord, ils avaient à Paris une liberté, bien sûr, et une indépendance inimaginables aux Amériques.
Ils vivaient de leur art, donc ils étaient indépendants économiquement, c'est important de le rappeler. La question de la liberté revient du coup souvent dans le regard que les artistes et les hommes de lettres d'ailleurs posaient sur eux. La négresse du Sacré-Cœur, dont il a été question tout à l'heure, que la danseuse de Montmartre, Aïcha Goblet, a inspiré à André Salmon, est en fait un hymne à l'indépendance morale, à la liberté du corps, à l'érotisme décomplexé de celle qui déploie ce que Salmon appelle une danse à l'obscénité mesurée. C'est aussi tout le sujet d'Aphrodite de Pierre Louis, qui est joué en 1913 avec la danseuse noire Aphrodisia, qui est présentée comme, je cite, une jeune amphore en terre brune aux petits seins dressés. Et elle est également présentée comme une bête un peu divine. Elle cambre les reins, et a la fièvre aux yeux. Sa liberté neuve, dit le texte donc, de Pierre Louis, sa liberté neuve est ce qu'elle a de mieux. Donc cette relation entre l'érotisme, la liberté du corps, la liberté forte au sens vraiment aussi de l'émancipation par rapport à la condition servile, on va dire, est particulièrement intéressante à étudier parce que vraiment c'est quelque chose qui va marquer bien sûr le monde du spectacle, et des figures comme Aïcha Goblet sont tout à fait particulières et je dirais donc exemplaires à étudier. Entre le fantasme de la belle négresse qui danse et enflamme tout Montmartre, donc au début du XXe siècle, autour de 1900-1920. Ensuite, après-guerre, après 1914, ça va débarquer à Montparnasse. Et la réalité donc, des clichés photographiques réalisés notamment par Paul Nadar vers 1891, donc 19e, et puis par Marc Viau. Donc la collection Marc Viau est très intéressante. C'est une collection du Montparnasse ici, donc qui autour de 1920, avec par exemple le regard de l'écuyère Célica par Nadar ou celui d'Aïcha Goblet par Marc Viau, dit aussi une autre fulgurance, celle d'une force d'indépendance et de séduction loin des idées reçues et d'une sensualité exotique convenue. Alors, je vous ai apporté un peu... Oui, j'ai fini. Je vais juste vous montrer. Voilà, cette image, elle est assez exceptionnelle parce que vous voyez tous donc Aïcha Goblet sur le programme de notre conférence d'aujourd'hui, puisque donc ça c'est le tableau de Villotton en vert que vous avez donc sur les programmes. Cette image est une image d'un journal qui traite d'un spectacle qui a été monté par Gaston Batty, donc très célèbre à l'époque, et qui a la particularité de mettre en fait Aïcha Goblet qui jouait, alors elle jouait des rôles parfois un peu de figurante, mais elle joue en fait la captive. Elle joue la captive, et ici donc on voit bien que ce qui avait frappé la presse à l'époque, c'est qu'on ose montrer au théâtre sur une scène, alors qu'on peut le faire finalement en peinture, mais au théâtre, ça n'était pas possible de montrer des femmes nues, en particulier les femmes blanches. Et à partir du moment où Aïcha va travailler avec les avant-gardes, eh bien justement, ça sera pratique pour Gaston Batty et plein d'autres artistes qui oseront mettre en scène Aïcha. Donc voilà, Aïcha, donc telle qu'elle est dans le tableau, et voilà comment elle était dans la réalité du spectacle. Simplement que là, elle joue avec un sein nu. Alors là, l'image est mauvaise, mais quand même vous décelez bien le sein nu et surtout son cheveu. Elle porte donc les cheveux libres, alors que la plupart des tableaux qui la représentent, elle a les cheveux pris dans un bandeau. Alors, je vous ai parlé donc de Célica. Ça, c'est le tableau de Nadar, donc Paul Nadar, qui représente Célica, qui était une écuyère du Nouveau Cirque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre façon, finalement, d'envisager aussi cette présence noire. Alors, bien sûr qu'il y a une érotisation, mais une érotisation d'un tout autre ordre par rapport à la sauvage. Et donc, je tenais aussi à vous montrer, pour cette idée de la fulgurance du regard, et pas
distance et du coup du renversement du regard. Ce tableau, alors, qui fait partie d'une collection de Marc Viau qui est conservée au Montparnasse, et donc qui a été retrouvé par une étudiante, Anna Djé, qui donc va sans doute entreprendre un travail de recherche sur Aïcha Goblet. Voilà, cette image, elle est particulièrement étonnante. Alors il y a d'autres photos d'elle, mais bien sûr, c'est une image où donc il y a bien sûr toujours ce sein nu, mais ses yeux disent autre chose. Cette énergie, donc cette fulgurance, cette vibration noire, donc c'est pour conclure, à voir avec la fugue, la liberté, celle d'un marronnage créateur que certains définiront comme le swing. Mais elle relève plus largement de ce que l'on nommera le jazz. Une esthétique d'émancipation et d'extrême vitalité, cette énergie de la détente sportive et surtout une énergie du salut. Les modèles noirs n'ont pas été des sujets passifs. Ils ont au contraire finalement modélisé bien plus qu'on ne croit les arts du XXe siècle et du XXIe siècle d'aujourd'hui, donc, en y impulsant une vibration inédite. Dans Un Américain à Paris, quand Gene Kelly se glisse dans la silhouette de Chocolat, puis déambule et danse avec la fameuse danseuse épileptique Jeanne Avril, que joue Leslie Caron dans le film, dans les décors du Moulin Rouge et les peintures de Toulouse-Lautrec, faisant se retrouver Jazz et Cancan avant de lancer une frénétique farandole de cakewalk, il rappelle cette impulsion de modernité qui va secouer la belle époque. C'est un hommage à cette vibration noire qui va inséminer la création du XXe siècle et souterrainement habiter en force et en creux la comédie musicale. Or, cet autre corps que percevaient justement les artistes de cette époque, ce corps vibrionique, fait d'énergie rayonnante, ce que j'appelle donc le corps marron, qui est cette énergie du marronnage créateur et qui représente l'esprit jazz, est au cœur de la créativité plastique contemporaine d'artistes justement comme Alexis Peskin ou bien sûr l'esthétique chorégraphique marronne de Bintou Dembélé. Et je suis tellement fière que justement il y ait la présence de ces artistes aujourd'hui dans ces rencontres, que je voulais absolument montrer le lien aussi qui est important autour du corps marron entre Alexis Peskin et bien sûr Bintou Dembélé, que nous entendrons tout à l'heure. Alors vous avez l'image ici, j'avais prévu peut-être de vous montrer le film, 3 minutes du film, ce moment juste pour conclure. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Voilà, c'était juste pour conclure. Donc ça ne dure pas très longtemps. Normalement, c'est là. On y va ? C'est que Gene Kelly se glisse justement dans la silhouette de Chocolat. Inutile évidemment, donc vous avez vu d'ailleurs il y a des signes assez forts, par exemple des mauresses que j'utilise le trait, inutile de se grimer en blackface, il ne le fait pas justement. Alors peut-être on aura l'occasion de parler de ça, de parler du blackface, puisque je représente la Sorbonne Nouvelle, pas forcément la grande Sorbonne, mais il y a les débats et les scandales quand même autour de la question du blackface et au cœur de toutes les questions qui vont nous agiter. Voilà le texte final. Voilà. Bon, merci à vous.